Bien, bonjour les terminalistes MG, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va nous amener à la poursuite de l'étude de ce deuxième chapitre qui portait sur, du moins de ce grand 2 qui portait sur la décolonisation et la difficile émergence du tiers-monde. Donc après avoir vu dans un grand A les raisons de l'affaiblissement des empires coloniaux, nous avions vu et nous avions commencé à entamer le grand B, c'est-à-dire des indépendances négociées mais souvent violentes. Donc je vous avais dit que dans de nombreuses colonies, il y avait l'existence de mouvements nationalistes qui se formaient autour de quelques activistes, hein, quelques personnages particulièrement actifs hein, dans la défense du mouvement national. Et ces personnages étaient souvent issus de milieux, des milieux les plus éduqués de la population locale. Et je vous avais dit d'ailleurs qu'ils avaient souvent fait leurs études dans la métropole, c'est-à-dire à Paris par exemple pour Ho Chi Minh, le leader de l'indépendance vietnamienne, et à Londres pour Gandhi, le leader de l'indépendance anglaise. Alors, ce qu'on appelle les mouvements nationalistes, hein, ce sont des groupes politiques qui cherchent à obtenir la reconnaissance de l'indépendance de leur nation, tout simplement. Alors ces nationalistes, hein, je vous avais dit qu'ils se sont développés avant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Asie, hein, avec des personnages comme Gandhi, Nehru et Ali Jinnah en Inde. Et vous avez par exemple un personnage comme Ho Chi Minh ici, alors pas en Inde comme il est marqué, hein, mais en Indochine. Donc Ho Chi Minh hein, en Indochine, donc le futur Vietnam et des personnages comme Gandhi, Nehru, Ali Jinnah en Inde. En Afrique du Nord, un des premiers nationalistes en faveur d'une autonomie de l'Algérie, c'est un personnage qui s'appelle Messali Hadj, qui a souvent été occulté d'ailleurs par la mémoire de la guerre d'Algérie rédigée par le FLN. Euh, Après la Seconde Guerre mondiale, ce mouvement a gagné aussi l'Afrique avec des personnages comme Nkrumah au Ghana ou Lumumba au Congo. Lumumba, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, alors, si on prend par exemple le cas de Ho Chi Minh, hein, il proclame son indépendance officiellement le 2 septembre 1945 à Hanoï, donc dans le Vietnam, dans le nord du Vietnam. Et cette date du 2 septembre 1945, elle doit vous rappeler quelque chose. C'est la date de la capitulation japonaise. Et donc, les Japonais, avant de partir d'Indochine, avait fait en quelque sorte un cadeau empoisonné aux Indochinois hein, et aux Français par la même occasion, en disant aux Indochinois que dorénavant ils étaient indépendants. Donc Ho Chi Minh, entendant cela, prend cette information au pied de la lettre et proclame, ou du moins revendique l'indépendance du Vietnam. Et c'est intéressant parce que vous allez voir au nom de quoi il revendique l'indépendance du Vietnam. Il dit tous les hommes naissent égaux. Tiens, ça doit vous rappeler quelque chose. Le Créateur, donc quel qu'il soit, le Dieu, nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur. Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. Prise dans un sens plus large, cette phrase signifie tous les peuples sur la terre sont nés égaux, tous les peuples ont droit de vivre, d'être heureux et d'être libres. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1789 puis 91 proclame également les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc vous voyez qu'Ho Chi Minh, il s'appuie finalement sur les textes et les grandes déclarations de droits de puissances comme les États-Unis et notamment de leur puissance coloniale de la métropole française qui elle-même a proclamé l'égalité et la liberté des hommes entre eux. Et donc, partant de ce principe-là, puisque Ho Chi Minh l'a étudié à Paris, il dit, ben, puisque la France dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, eh bien, appliquez-le en Indochine. Nous voulons l'égalité, puisque nous sommes considérés comme des inférieurs depuis le statut de l'indigénat qui date de la fin du 19e siècle. Et évidemment, il n'y a pas de liberté puisque l'Indochine est sous tutelle française, puisque c'est une colonie française. Donc il poursuit en disant ce sont là des vérités indéniables, et pourtant pendant plus de 80 années, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, donc il reprend la devise,
ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Donc vous voyez, d'une part, il oppose les principes fondateurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui sont devenus la devise tricolore, à des verbes très, très puissants, hein, violer, opprimer nos compatriotes. Ils nous ont privés de toutes les libertés, ils nous ont imposé des lois inhumaines. Pour ces raisons, nous proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant. Donc là, ils revendiquent le droit à l'indépendance. L'indépendance est loin d'être acceptée par la France. Euh, Certains processus de décolonisation, hein, vont se dérouler sans violence. C'est le cas par exemple du Sénégal, où le premier président Léopold Sédar Senghor avait été auparavant ministre français, député français sous la 4ème République. Donc il connaissait bien les arcanes du pouvoir français et il a obtenu une indépendance négociée. Mais par contre, beaucoup d'indépendances ont donné lieu à des guerres, comme par exemple l'Indochine. Donc il y a l'existence de guerres civiles au moment de l'indépendance. Ça va être le cas par exemple de l'Inde. Alors l'Inde, l'acteur principal de l'indépendance de l'Inde, c'est ce personnage, hein, qui s'appelle Gandhi. Alors là, évidemment, il était fort jeune. Il était, vous voyez, habillé à l'européenne, hein, puisqu'il avait fait des études de droit. Il était avocat, il avait fait des études de droit en Angleterre, puisque l'Inde était une colonie anglaise. Et puis plus tard, eh bien, vous voyez, il a adopté la tenue traditionnelle indienne, la simplicité. Il a abandonné ce costume qui le rattachait finalement à la puissance dominatrice aux Anglais et il s'est mis à devenir le leader donc de la lutte pour l'émancipation indienne, accompagné d'un autre leader qui s'appelle Nehru. Donc Nehru et Gandhi, ce sont les leaders d'un nationaliste, donc de la volonté des Indiens de se voir reconnaître leur nation et d'obtenir son indépendance. Et ce nationalisme, il est caractérisé par une religion, il est hindou. Donc, parce que l'Inde était peuplée par différentes religions, hein, il y avait une myriade de religions, et dont deux principales, l'hindouisme, dont les leaders Nehru et Gandhi, et l'autre grande religion, c'était l'islam, derrière son leader Muhammad Ali Jinnah. Vous l'avez ici représenté jeune, hein, c'est pareil, il avait fait des études de droit en Angleterre. Et puis vous le voyez un petit peu plus tard, où quand il faisait des études de droit en Angleterre, il portait une perruque comme le portent les juges anglais. Et puis là, il était plutôt recouvert d'une coiffe traditionnelle adoptée par les musulmans en Inde. Et entre ces grands leaders nationalistes de religions différentes, donc Nehru, Gandhi pour les hindous et Ali Jinnah pour les musulmans en Inde, eh bien, il va y avoir des dissensions, notamment sur ce que doit devenir l'Inde une fois indépendante. Et lorsque la domination anglaise se termine en Inde, eh bien, en fait, au lieu d'avoir un État unique, on va obtenir la création de deux États, l'Inde qui est à majorité hindoue et le Pakistan qui est à majorité musulmane. Et cette indépendance va entraîner une quasi-guerre civile entre musulmans et hindous, parce que dans la partie hindoue, c'est-à-dire l'Inde, il y avait de très fortes minorités musulmanes, ils étaient plusieurs millions de musulmans, et il en était de même dans la majorité musulmane, qui s'appelle aujourd'hui le Pakistan et le Bangladesh, où il y avait beaucoup d'hindous, et donc il y a eu d'importants transferts de population entre les deux pays, et au passage des milliers et des milliers de morts victimes de l'intolérance religieuse. Donc, des guerres d'indépendance, hein, vont avoir lieu également, notamment lorsque la puissance européenne refusait de perdre sa colonie. Par exemple, la France, hein, qui va être battue deux fois, hein, la première fois lors de la guerre d'Indochine, qui dure grosso modo de 1945 à 1954, même si officiellement elle démarre en 1946, et qui va entraîner l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Et par la suite, vous avez la guerre d'Algérie qui durera de 1954 à 1962 et qui finira par l'indépendance de l'Algérie. Donc finalement, la majorité des anciennes colonies d'Asie du Sud et d'Afrique du Nord vont devenir indépendantes dans les années 1950 et celles d'Afrique subsaharienne dans les années 1960. Alors, pour revenir sur l'Inde, hein, vous avez donc une phase de négociation qui avait été ouverte avec la Grande-Bretagne, représentée par son vice-roi qui s'appelait Lord Mountbatten, qui est représenté ici.
Et donc, vous retrouvez les principaux auteurs des négociations. Donc, Nehru pour le Congrès indien ou Indian Congress en anglais, donc à majorité hindoue. Vous trouvez également Ali Jinnah qui est ici et qui représente la Ligue musulmane. Euh, la difficile situation religieuse lors de la partition de l'Inde est symbolisée par la couverture d'octobre 1945 du magazine Le Time, qui montre ici la déesse Shiva qui est en train de poignarder le cœur de l'Inde. Et on voit que ici sont apparus le Pakistan, hein, les États à majorité musulmane. Donc l'Inde est en train de se poignarder, c'est avec du sang qui coule avec la déesse qui est recouverte de têtes de mort, c'est pour symboliser le fait que cette partition de l'Inde a été particulièrement sanglante entre les musulmans symbolisés en vert, avec le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, les futurs Pakistan et Bangladesh à majorité musulmane, et l'Inde en jaune à majorité hindoue. Alors, je vous parlais précédemment des transferts de population, hein. Donc, vous voyez ici des trains qui avaient pour but d'acheminer des populations à majorité musulmane vers le Pakistan ou bien à majorité hindoue vers l'Inde. Donc, vous voyez ici sont symbolisés par des flèches ces transferts de population. Et on voit ici, par exemple, de l'Union indienne sont partis presque 6 millions de musulmans vers le Pakistan occidental. Et de l'autre côté, l'Inde a récupéré 4,1 millions d'hindous. De même, du Pakistan oriental, vous avez 3,3 millions d'hindous qui ont rejoint l'Inde et 1 million de musulmans qui sont partis vers le Pakistan oriental. Donc tout cela s'est fait, je vous ai dit, dans des conditions assez inhumaines, hein. Il suffit de voir les trains surchargés de personnes et avec au passage plusieurs massacres. Donc ça a été une partition particulièrement sanglante. Quant à l'indépendance de l'Algérie, vous savez qu'elle a eu lieu à l'issue de 8 années de guerre entre la France et l'Algérie. La France, n'hésitant pas, notamment lors de la bataille d'Alger, à pratiquer la torture, hein, comme on peut le voir ici avec un prisonnier algérien qui a les pieds et les mains liés et à qui on est en train de lui présenter un document, certainement des photographies où il doit reconnaître des personnages. Et ici, on devine une batterie qui peut être éventuellement branchée au prisonnier pour pouvoir le faire avouer sous la torture et l'électricité. Et ici, donc, l'indépendance de l'Algérie est proclamée officiellement le 5 juillet 1962. Donc, c'est la fête nationale depuis les Algériens et on voit le drapeau vert et blanc de Messaliyadj qui est dressé et célébré par les Algériens qui ont réussi à se libérer de la colonisation française. Bien, enfin, il nous reste à voir en grand C la difficile naissance des pays du tiers-monde. Les nouveaux États, donc issus de la décolonisation, ont rapidement cherché à se faire connaître dans les relations internationales, notamment en refusant de tomber sous l'influence d'une des deux grandes puissances de la guerre froide, puisqu'à l'époque c'était encore la guerre froide, hein. Et ces États vont notamment chercher à se faire entendre à partir de la réunion d'une conférence internationale qui aura lieu en Indonésie, qui vient d'obtenir son indépendance en 1949. Ça va être la conférence de Bandung qui aura lieu en 1955. De la conférence de Bandung, les pays nouvellement indépendants tentent de former une troisième force géopolitique à côté du bloc américain et soviétique. Vous avez donc le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, qui faisait un monde bipolaire. Et puis, il y aura les pays non alignés, c'est-à-dire qui essayent d'être ni avec l'URSS, ni avec les États-Unis. Donc, parmi ces pays non alignés, on retrouve l'Inde, nouvellement indépendante depuis 1947, représentée par Nehru, Nkrumah, ici présent, qui représente le Ghana, le colonel Nasser, qui représente l'Égypte, Sukarno, qui représente l'Indonésie, et Tito, qui représente la Yougoslavie, un pays qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui correspond à ce qu'on appelle la Croatie, la Serbie, la Bosnie, le Kosovo, etc.